Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Esquisse Miniature où dans cette vidéo on va faire l'étape 2 des espèces de formations, des échanges de conseils sur la conception 3D destinée à l'impression 3D. Et dans cette vidéo on va parler des créations de ce que les élèves ont fait la semaine dernière sur 3D Builder. Ensuite on va voir Tinkercad et les atouts que propose ce petit logiciel en ligne. Et puis un peu plus tard, on verra même un tout petit peu de Blender. Alors j'aimerais juste être clair sur un point concernant Blender. Blender est un logiciel finalement très complet, voire même complexe. Et n'oubliez pas que les choses que je vais présenter à la toute fin de cette vidéo et puis dans la prochaine formation sont vraiment des combines plus que des vraies formations sur l'utilisation de tous les aspects de Blender. Pourquoi ? Déjà de 1, parce que je ne connais pas tous les aspects de Blender. Il y a des tas de choses qu'on peut faire, l'animation par exemple. Ça c'est vraiment pas mon domaine. Pour moi Blender c'est un outil qui vient compléter des autres. Et je vais vous montrer comment je l'utilise moi. Mais encore une fois, je vous invite vraiment à aller consulter les nombreux tutoriels qu'il existe, aussi bien sur YouTube, il y en a beaucoup en anglais par contre, que directement sur le site de Blender. Il y a aussi une communauté complètement folle qui s'échange des tas de conseils sur le forum, etc. Parce que moi, en fait, je n'utilise que ce que j'estime utile à la création de figurines, de décors, etc. pour l'impression 3D. Et enfin, avant de commencer cette vidéo, n'oubliez pas que tout ce que vous allez voir ensuite est lié à un live privé que j'ai réalisé avec une dizaine de participants qui sont les tipeurs qui me soutiennent sur Tipeee. Donc le lien est dans la description. Du coup, vous allez les entendre parler parfois. Ils me posent des questions et ça permet de rebondir en direct sur leur création, sur leurs questions, etc. Donc merci à eux déjà d'accepter que leur voix soit également diffusée sur la chaîne. Les créations que vous allez voir, c'est eux qui les ont fait. Et vous allez voir qu'il y a des gens qui disent que 3D Builder est pas ouf. Mais franchement, il y a moyen de faire des trucs déjà vraiment très cool, surtout quand c'est pour du wargame. Et voilà, et du coup je parle parfois aux gens, etc. Donc n'oubliez pas que c'est la rediffusion d'un live que j'ai essayé de monter à peu près proprement. Et voilà. Hop, bonsoir aux arrivants. A priori on est tous là, j'ai l'impression. On va attendre 20h pile, histoire de... Putain, mais tout le monde est à l'heure et tout, c'est vraiment trop bien. Donc... Normalement, dans l'après-midi, je vous ai envoyé un petit doc. Vous avez vu qu'il est très simple. Concernant donc Tinkercad. Et du coup, je vous propose qu'on commence tranquillement. Est-ce qu'il y en a qui sont à la bourre, qui veulent encore 5 minutes ou autre? Mais dans l'ensemble, ça a l'air bon. Est-ce que je peux avoir confirmation que vous voyez bien ma tronche actuellement? Oui. Oui. Oui, tu fais des lunettes avec tes doigts là. C'est cool. Parfait. Et du coup, bienvenue à tous. 20h pile. C'est le top du top. Donc, la semaine dernière, on a vu 3D Builder. Déjà, il y a un petit truc que j'aimerais préciser, c'est que moi c'est marrant, mais en ayant publié ensuite le truc sur YouTube, j'ai eu des remarques de gens dans les commentaires qui disent que 3D Builder c'est plutôt de la merde, que c'est vraiment un logiciel très moyen pour la conception 3D, etc. Alors oui, évidemment, il a des limites qui sont extrêmement violentes à côté d'un Blender ou d'un ZBrush ou de ce genre de logiciel. Mais quand on voit ce que vous avez pu faire, je trouve que c'est quand même un outil déjà formidable pour arriver à des résultats largement suffisants pour de l'impression 3D FDM. Encore une fois, on parle de conception 3D pour de l'impression 3D. Et dans le cas de 3D Builder, c'est vrai qu'on a tendance à plutôt l'utiliser pour des choses pas organiques. Et on va pas se mentir, très souvent, dès que c'est des décors, on aura tendance à plus les imprimer en FDM, donc en dépôt de filament, plutôt qu'en résine. Ce que je vais faire, c'est que je vais tout de suite passer sur 3D Builder. On va faire un petit point sur vos créations.
Parce que bah moi j'ai été juste bluffé hein, de tout le monde. Je vais faire quelques petites remarques sur chacun. Il faut m'excuser parce que enfin, j'ai pas noté vos noms sur les trucs là. Et je vais peut-être me mélanger les pinceaux. Donc n'hésitez pas à vous faire entendre quand je parle de votre modèle. Et du coup, je vais faire des remarques. Il va y avoir des critiques. Encore une fois, les critiques, le but, c'est d'avancer, de progresser. Il faut pas du tout les prendre mal. Euh, et, euh, et puis voilà, on est là pour ça aussi, quoi. Hop, allez, on va commencer par ce modèle-là. Alors bah voilà, moi là, en fait, vous allez voir que j'ai pas grand-chose à dire sur vos modèles, en dehors du fait que c'est très très cool. Juste là, au niveau des contraintes qui avaient été posées, donc je sais plus à qui est ce modèle, il faut m'excuser. Ouais, c'est à moi. Alors attends, hop, j'ouvre parce que quand t'as dit ça à moi, j'ai pas vu qui c'était. Faux. Faux, voilà. Donc seul truc au niveau des contraintes, on n'a pas les aimants dessous. Donc pour pouvoir le fixer sur les autres parties qu'on verra ensuite, ça va être plus compliqué, mais c'est pas très grave. J'ai juste à refaire les trous. D'ailleurs, tiens, j'en profite tout de suite. On parle des aimants. À partir du moment où vous voulez foutre des aimants sur vos créations, il faut penser à la rétractation du PLA ou même de la résine. Alors c'est moins vrai pour la résine, mais dans le cas du PLA, c'est une réalité. Et du coup, par exemple, si vous voulez mettre un aimant qui fait 10 mm, donc 1 cm, hop, 10 par 10, et en règle générale, ils font 2 mm d'épaisseur. Alors après, il y en a des 5 mm, il y en a vraiment de toutes les tailles, mais ceux qu'on utilise souvent pour les décors, c'est des 10 par 2 mm, et pour les figurines, ça va être... alors pour les grosses figurines, ça va être du 5 par 2, et après on peut même descendre dès qu'on veut modifier des Space Marines, ce genre de choses. Mais les plus couramment utilisés pour les décors, c'est des modèles qui font cette taille. Et alors là, je l'ai déjà fait sur le modèle que je vous ai transmis. Ce que je veux simplement vous montrer, c'est que vous voyez, j'ai déjà prévu la rétractation du plastique. C'est-à-dire que les emplacements pour les aimants sont plus larges. Il faut partir du principe, si vous voulez être tranquille et que ça rentre sans avoir à repasser la Dremel à l'intérieur, d'augmenter le rayon du trou pour votre aimant de 0,4 mm. Donc en fait de 400 microns. Pour que sur chaque bord, enfin, tout le tour, il y a 200 microns, grosso modo, de tous les côtés. Et ces 200 microns, c'est en gros l'écart, c'est une couche en fait de PLA quand on imprime en 0.2. Donc cette couche si vous mettez un trou, excusez-moi je m'exprime mal, si vous mettez un trou de 10 par 10, vous pouvez être sûr et certain que votre aimant ne rentrera pas dedans en ayant imprimé en FDM. Donc prévoyez toujours cette tolérance de 0,4. Et concernant la hauteur, c'est moins vrai, puisque là, en partant du principe qu'on imprime dans ce sens-là, concernant la hauteur, c'est moins vrai, mais il faut rajouter 1. Donc là, par exemple, pour faire un trou d'aimant de 10 par 2, je vais mettre 10,4 sur le diamètre, donc aussi bien X et Y. Et en hauteur, je vais mettre 2,1. Et ça, je peux m'en servir pour supprimer de la matière, tout simplement. Et si c'est sur la partie inférieure ou si c'est vraiment à ras d'un modèle, il arrive parfois que quand je vais faire suppression, on ait encore une couche. Alors ça peut être aussi parce qu'on a mal placé l'objet, mais il est possible qu'on ait parfois encore une couche de matière encore présente. C'est pour ça que j'ai tendance à vous conseiller de placer votre aimant et ensuite de l'agrandir pour être sûr de bien taper toute la matière. Voilà, je voulais juste faire un petit point sur les aimants. Sur cette création, et c'est vrai aussi sur celle-ci, alors là je crois que c'est Fred qui s'est lâché, parce que c'est du très très lourd. Il me semble que c'est toi Fred, hein. Ouais. Ouais. Donc bah ouais non c'est le top, c'est le top. Alors c'est même presque trop pour de l'impression FDM. Après il me semble que tu fais tes tests en impression résine, auquel cas oui ça va matcher.
Et donc c'est valable aussi bien pour lui que pour lui, et pour d'autres d'ailleurs, pour les colonnes ici. On va parler brièvement du maillage. Le maillage, en fait, c'est ça, hein. Donc c'est chaque trait fermé, soit en triangle, soit en carré, vont représenter une facette. Toutes ces facettes doivent être fermées les unes sur les autres. Et donc le maillage, c'est ça. Ici, dans le cas d'une impression FDM, c'est déjà presque trop lourd en maillage. Et là, c'est 10 fois trop, en fait. Et du coup, ça fait un objet extrêmement lourd en poids. Et pour finalement pas trop d'intérêt. Puisqu'il ne faut pas oublier que si on zoome à mort, hop, je vais vous montrer concrètement. Encore une fois, hein, on ne fait pas que de la conception 3D, mais aussi on parle des contraintes, hein. Je vais faire une feuille qui fait l'épaisseur d'une couche d'impression FDM, en partant du principe qu'on imprime en 0.2, ce qui est la plus utilisée. Alors on peut imprimer à moins que ça, mais globalement, c'est souvent une épaisseur qu'on touche. Vous voyez, une couche de FDM fera ça. Et on se rend compte, donc en zoomant à mort, que rien que sur une couche, déjà là on a plusieurs facettes. Ce qui du coup n'a aucun sens en fait, puisque l'imprimante ne les prendra pas en compte. Donc pour ça, le plus simple, ça va être, là je vais faire dissocier de l'objet. Alors ça va peut-être être violent parce qu'en plus le fichier de Fred du coup il est très lourd. En poids je crois qu'on était à plus de 200 mégas. J'espère que je vais pas faire planter 3D Builder, non c'est bon. Donc pour ça, on va utiliser la fonction simplifier. Donc on va sélectionner l'objet. Si on se cantonne à 3D Builder, on va sélectionner l'objet simplifié, cliquer en haut à gauche sur simplifier, et on va augmenter le niveau de réduction. On peut commencer par 1. En règle générale, ça suffit. Après, ça dépend encore une fois du maillage de votre objet. Là, on voit que c'est encore beaucoup trop, donc on va augmenter tout simplement la simplification de l'objet jusqu'à avoir quelque chose de tolérable. On peut faire comme je vous l'ai montré il y a quelques secondes, utiliser une feuille comme ça pour essayer de mieux se rendre compte de l'épaisseur d'une couche en FDM. Et là c'est déjà plus acceptable, mais c'est encore trop. Et ça c'est un super moyen pour alléger les objets, parce qu'il ne faut pas oublier qu'ensuite derrière tout ça il va falloir le stocker, et plus vous allez faire de création, plus ça va prendre de la place. Et voilà. Juste à titre de comparaison, ça c'est une épaisseur de couche d'imprimante FDM. Et on va prendre dans le cas d'une résine, je ne vais pas pouvoir descendre en dessous, je crois. Si, 0,05, donc c'est 50 microns. Juste pour que vous puissiez vous rendre compte de la différence. Je vais même la mettre dans une autre couleur. Hop. Donc à droite en vert, vous avez une couche en 0.2 d'une imprimante FDM. À gauche, c'est du 50 microns en résine. Et on peut aller plus loin en résine, on peut aller à 0,25. Et du coup, là, on se rend compte que ça peut être intéressant d'avoir autant de maillage que ça. Donc voilà, c'était juste les petites critiques que j'avais à faire sur ces deux modèles-là, qui sont très cool, hein. Il n'y a pas à dire sur la conception, mais sur l'aspect poids et gestion des données, et puis encore une fois poids, parce que malheureusement ça sert à rien. Donc voilà. Allez, on va passer au suivant. Donc vraiment, dans tous les cas, c'est très cool. Je vois que vous avez tous usé et abusé de l'export à partir d'une image. Donc là, je ne sais plus à qui est cette création. Yam, c'est moi. Yam, ouais. Donc vous avez tous vraiment utilisé énormément l'extrusion à partir d'une image. Bah, c'est logique, c'est pas une critique, ça c'est normal. Et on va pas se mentir, tout le monde le fait, hein. Je suis pas du genre à dire, vous savez, les pros ils font jamais ce genre de choses. C'est pas vrai. Pour l'avoir vu, pour le faire aussi, mais pour l'avoir vu, il y a énormément de gens qui font ce genre d'utilisation. Après, c'est vrai que dès qu'on va en faire commerce, n'oubliez pas que normalement vous n'avez pas le droit, en toute logique, puisque c'est issu d'un dessin qui ne vous appartient pas. Mais on va pas se mentir, il y a des tas de gens qui utilisent cette méthode. Dans le cas par exemple, je l'ai vu sur ce modèle là,
Dans le cas de... Non, c'était sur le premier modèle, ici. Voilà, dans le cas des rosaces qui est ici, là par contre c'est obvious, enfin c'est évident en fait que ça vient d'une image, ça se voit à 200 km et c'est joli, hein, c'est pas ça le problème. Pour un utilisage particulier, aucun souci. Par contre, c'est vrai que derrière ce truc-là, il y a un créateur et du coup utiliser ça pour des décors que vous souhaiteriez commercialiser ensuite, ça le fait pas quoi. Non, bah, très bien. Ici aussi très bien. On voit que les contraintes FDM ont été respectées. Et d'ailleurs, sur cette création-là, eh ben, on voit très bien que tu as compris en fait. Et je pense que c'est pour ça aussi que tu m'as donné le fichier 3MF pour que je puisse voir comment tu as conçu le truc. Mais on voit que tu as parfaitement compris cet aspect de contrainte d'épaisseur et de porte-à-faux. Et là, dans le cas de la FDM, ça passe sans aucun problème. Ça, on peut l'imprimer. Tu aurais même pu aller bien plus loin que ça, en fait. Justement, c'était une question que je voulais te poser. Est-ce que je me suis limité à un angle de 45 degrés et je me demande jusqu'où on peut aller sans que ça tombe, quoi, en fait. Eh ben, comme je t'ai dit, en fait, on peut aller très loin, mais ça dépend énormément des réglages aussi de l'imprimante. Une imprimante sortie de boîte qui n'a pas été réglée aux oignons, elle fera pas des prouesses comme une imprimante qu'on a testée, crash testée et modifiée au fur et à mesure du temps. Enfin, modifiée sans forcément modifier les pièces, mais les réglages des écrous, vraiment parfois au degré près de serrage, ça peut tout changer. Et le principe, il est super simple, c'est qu'en gros, faut imaginer que 0,2 par... Je vais faire un petit truc tout simple. Non, je suis un peu con. Voilà. Donc ça, c'est une couche d'imprimante FDM. Quand c'est bien réglé, comme je l'ai dit, on peut avoir jusqu'à 5 mm d'écart de porte-à-faux sans support. Ce qui veut dire que ce truc-là, qui fait 8 de large, si je le mets à 5... Non, je suis en position. Hop. Ce truc-là, si je le mets à 5 mm, à peu près, quoi, et ben je sais que je vais pouvoir progresser jusque-là. Donc en fait, on peut faire des porte-à-faux vraiment très violentes. Bien plus que ça, en fait. Mais c'est vrai que par sécurité, j'aurais tendance à dire de prendre un axe globalement qui va... Moi, je me limite toujours à 15 degrés. Voilà. 15 degrés, je sais que c'est mon max. Après ça, j'ai vraiment trop d'écoulement, tout simplement. Ok. Mais ouais, du coup, je vois que tu as parfaitement compris. Donc, justement, tu as entre guillemets triché ici, justement en mettant cette zone-là qui n'a pas besoin de support. Tu l'as fait aussi ici, ça c'est très malin. Et puis en plus, dès qu'on fait des décors Medfan ou médiévaux, il y avait ce genre de support sur les charpentes. Donc en plus, c'est utile et en plus, c'est esthétique. Donc ouais, très cool. Très cool. La prison, moi je kiffe. Tiens, je vais vous montrer avec des figurines à côté, parce que du coup là on se rend compte qu'on est bien à la bonne échelle. Et ouais, ça match, ça fait un peu post-apo. Là, on peut même dire que c'est du 40K. Alors ici, moi, je suis parti, le modèle que je vous ai donné de base est plutôt pour du 28 mm. Si c'était du 40K, il faudrait l'augmenter d'au moins 20%. Parce que Warhammer 40 000 sont partis sur des échelles quand même plus hautes que le vrai 28 qu'on connaît, quoi. Donc non, très cool. En plus, là, il n'y a pas de porte-à-faux. Et des fois, il n'y a pas besoin de faire des choses complexes. Là, voilà, sans critique, encore une fois, il est simple, cet objet. Il est très simple, mais il y a quand même des petits détails, les fameuses petites vis, etc. Et ça, en impression FDM, ça va rendre super bien à condition ensuite d'être mis en valeur en peinture, quoi. Alors que, par exemple, sur des objets comme ceux-ci, qui sont plus complexes, avec une imprimante mal réglée, là, les barreaux, si ton imprimante est mal réglée, il y a de fortes chances qu'ils cassent. Parce qu'en fait, au moment où la buse va faire ton barreau qui monte, elle va se déplacer ensuite d'un barreau à l'autre.
la finesse de tes barreaux implique, surtout que c'est dans le sens des layers, la pression qui sera faite. Ça, c'est la buse, ça, c'est le barreau. Si jamais ça frotte légèrement sur le barreau, ça va le casser. Et du coup, après, ça va imprimer dans le vide. Et du coup, c'est la fête aux spaghettis. Donc, pour un truc qui tienne parfaitement bien, en règle générale, on se limite à des barreaux d'au moins 4 mm d'épaisseur. D'ailleurs, je vais vérifier de quel diamètre ils sont. Mais je pense que globalement, tu dois pas être loin. 4 et 4. Et voilà. Bon, t'es un peu en dessous. Ouais, t'es même bien en dessous. Et du coup, c'est risqué. Ça se tente, hein. Je sais qu'avec l'artillerie Sidewinder que j'ai derrière moi, ça, je peux l'imprimer sans problème, surtout qu'elle a des super bons réglages. Mais avec une Ender 3 sortie de boîte, la V1, j'ai des doutes. Donc voilà, à prendre en compte ce genre de petits détails aussi. Et ça c'est top, hein, ce que tu as fait, Fred. Mais ça, faut l'imprimer en résine, hein, parce que tu as mis énormément de détails, c'est très très cool. On voit plus le... On voit Ah merde, pardon. Hop. Ouais, donc Fred, c'est très très cool, mais voilà, moi j'aurais tendance à te dire de l'imprimer en résine, ça. Plutôt qu'en FDM, parce que... Alors je vois bien que tu as triché, par exemple, sur la... Putain, j'avais même pas vu que tu avais fait merde, une guillotine. Une décapiteuse, j'allais dire. On voit bien que tu as mis des supports, la lame dans cet angle-là, etc. Je me demande si les armes que tu as posées là, c'est pas aussi pour tricher le long de la table, pour faire des supports au bord de la table. Si. Voilà, donc c'est pas con. C'est pas con du tout, mais encore une fois, la finesse des épées risque peut-être de casser, et du coup, tu n'auras plus de support. C'est une kata même en résine. Ouais, voilà. Et du coup, en résine, si jamais tu... Putain, alors par contre là, hop, là si je fais un CTRL A, je vais faire exploser 3D Builder. Oui, parce que ouais, voilà, j'ai fait un CTRL A, super. Oui, parce que là, vu que j'ai importé tous vos fichiers quand même, c'est assez lourd. Donc on va le laisser reposer 2 secondes. Oui, j'ai une question. Ouais. Y a sur la dissociation, en fait, quand tu fais des groupes, a priori, 3D Builder, il comprend pas lorsque tu dissocies, il dissocie absolument tout. C'est-à-dire, il plante, c'est ça que tu veux dire? Non, c'est-à-dire que par exemple, tu groupes la guillotine, et après tu groupes la table, et après tu groupes la cheminée, et c'est bien des groupes indépendants en apparence, mais lorsque tu en prends un et que tu dissocies, il dissocie tous les groupes. Ah, ça, oui. Eh oui, oui, absolument. Bah, c'est pour ça que, dans le cas d'une scénette comme celle-ci, j'aurais quand même vraiment tendance à te conseiller d'imprimer ça à part, en fait, d'imprimer le contenu à part. Déjà, pour un truc tout con, c'est que pour peindre ça, je te souhaite bon courage pour peindre l'intérieur. Donc, ouais, j'aurais tendance à te dire de tout ce qui est accessoires et décor, à partir du moment où c'est pas collé au mur. Donc là, par exemple, ton coffre qui est collé au mur, on s'en fiche puisque ça va être une seule et unique pièce finalement quand ça va être imprimé que ce soit en filaire ou en résine. Mais dès que c'est des objets un peu plus centraux comme le tonneau, etc., ouais, imprime-les à part, sinon tu vas galérer, c'est sûr. Et d'ailleurs, les chaînes, là, ça, en FDM, pour avoir testé, retesté et retesté derrière, ça passe pas. Ça passe pas avec une imprimante native et même avec une imprimante bien réglée. Encore une fois, si tes maillons font moins de 4 mm d'épaisseur, tu as 9 chances sur 10 pour que ça saute et que du coup après ce soit la fête aux spaghettis juste au-dessus. Tout le monde sait ce que je veux dire quand je parle de fête aux spaghettis. Si vous avez tous une imprimante FDM, normalement vous savez. Ouais, malheureusement, ouais. Malheureusement. Okay. Bon, c'est cool. Allez, la suite, et ben là c'est très cool. Voilà, parfait. Simple, propre. Le seul petit truc, si... alors je sais pas quelle épaisseur il y a de pierre. Mais je pense qu'on est à peu près à 5.
Et du coup, voilà, ouais, donc c'est à peu près les 5 mm d'épaisseur que j'avais conseillé en porte-à-faux. Donc là, c'est bien, mais en fait, c'est trop. Très clairement, il n'y a pas besoin d'autant de relief que ça. Donc dans l'absolu, si tu viens refaire un plan dans ce genre-là, je sais plus qui c'est qui a fait ce fichier. C'est Imbre. Ah ouais, voilà, Imbre. Si jamais tu viens à refaire ce fichier, ton relief qui fasse 2 mm d'épaisseur ou 5, il se verra. Ça fait aucun doute. Là, tu as quand même les 5 mm d'épaisseur et du coup des trous assez importants. À la peinture, ça risque d'être pas fou. Ce sera plus joli en fait si on aperçoit parfois la peinture dans les creux, quoi. Donc j'aurais tendance à te dire plutôt te limiter à 2. Quand je voulais dire porte-à-faux de 5, c'est si on a vraiment un truc qui dépasse. Bah, par exemple là, comme ton relief, c'est marrant, on dirait des Triskel, mais en fait c'est pas des Triskel, ou des yin-yang, mais c'est pas des yin. Si, c'est des yin-yang. Donc ouais, dans ces cas-là, tu peux aller à 5. Et puis encore une fois, pour tricher, hein, vous voulez aller plus loin, vous pouvez partir sur ce genre de choses en dessous. Et voilà. Et s'il faut absolument pas et que ça dépasse énormément, bah imprimez en plusieurs fois. Allez, on va hop, avant de vous montrer les deux autres, ça, c'est un exemple de module que je me suis fait moi pour mes diverses créations, qui est entre guillemets, je mets ça entre guillemets, hein, parfait en termes de maillage. Pourquoi? Parce que ça va me permettre. Déjà, c'est très léger. Ça, je crois que ça fait 200 kilooctets et ça doit faire 600 kilooctets. Donc c'est très léger, ce qui fait que je vais pouvoir les dupliquer à mort sans avoir peur de trop alourdir le fichier, tout simplement. Et le maillage est largement suffisant pour du décor à l'échelle 1/72e ou 20, 28 mm, etc. En tout cas pour de l'impression FDM. Si c'est de la résine et que c'est juste pour une scénette, oui, ça vaudrait le coup d'augmenter le maillage, comme on le verra plus tard sur Blender, pour mettre par exemple des fissures dans les murs, des trucs un petit peu plus précis. Mais pour du FDM, vous n'avez pas besoin d'un maillage plus complexe que ça, très clairement. Et les rendus, bah, je sais pas, vous avez peut-être déjà vu quelques-unes de mes créations, ça suffit très très largement. Hop, alors là, je sais plus qui c'est qui a fait ça, je suis désolé, mais c'est trop cool. C'est moi, Big D. Ouais, Big D, voilà, Big D qui nous a fait un temple, alors toi tu t'es lâché. Un temple typé Égypte ancienne, et ouais, gros GG. Je pense que, encore une fois, sans faire de mal à qui que ce soit, hein, je pense que c'est mon coup de cœur sur tous. En plus, tu as rajouté de la matière là sur les bords, tout en respectant malgré tout les aimants. Le rez-de-chaussée, il est creux. Du coup, pas de perte de matière. Ce sera le plateau de jeu en dessous. Non, franchement, c'est très cool. Là, voilà. Beaucoup d'exports d'images, ou quelques exports d'images. Ouais, je suis même pas sûr. J'ai un doute, en fait, vu que j'ai que le STL, j'ai pas le 3MF. Les hiéroglyphes et les dieux, ouais. C'est ça, ouais. Il y en a un dessin d'enfant, d'ailleurs. Bah ouais, non, mais c'est vraiment très très cool. Et ça, à la peinture, il y a moyen de se faire plaisir, parce que ça va être une sous-couche simple, mais après, on peut s'amuser un peu avec les hiéroglyphes et tout ça. Juste, à la limite, tes colonnes, voilà, trop de maillage. Mais oui, mais alors ça, j'ai pas compris en fait, c'est parce que j'ai mis un cylindre. Après, par-dessus, j'ai appliqué ce qu'a dit Fred dans le chat, c'est-à-dire projeter une texture que j'ai fait sous GIMP. Et j'ai vu que ça a fait un truc un peu dégueulasse quand après j'ai essayé de le simplifier. Enfin, non, j'ai pas essayé de le simplifier, mais. En bref, à mon avis, c'est juste que tu l'as pas simplifié, c'est tout. Je pense vraiment que ça vient de là. Mais bon, enfin, ça enlève pas le fait que c'est très très cool, hein, vraiment. Ah, c'est gentil, merci. Donc, non, top. Et alors là, super, j'ai beaucoup aimé que tu m'envoies le 3MF complet comme ça, parce qu'en plus, on peut voir comment t'as... On peut essayer enfin, en tout cas, moi, j'ai essayé d'imaginer un petit peu comment t'avais travaillé. Alors, je suis désolé, je sais plus qui c'est. Chino, ouais. Mais du coup, t'as laissé ça, donc ça veut dire que t'es vraiment parti sur... Oui. Sur modèle. Voilà, sur un modèle. Tu t'es basé du coup sur des échelles un peu plus logiques. C'est une super bonne idée d'importer une image pour l'avoir en fond. Vous allez voir qu'on peut le faire aussi sur Blender et sur ZBrush, et même sur les logiciels de conception 3D en VR, on peut se mettre des images comme ça en fond pour travailler par-dessus, une espèce de calque, quoi.
Là, c'est pareil, c'était pour la taille de tes briques, je pense. C'était pour avoir un modèle de brique. Alors, au départ, j'ai voulu faire un import, mais ça n'a pas bien. Ouais. Ça fait ce que j'ai fait au-dessus, là, à droite, qui est trop complexe. Ouais. Voilà. Donc, du coup, je les ai faites à la main. Ouais, exactement. Et ça, très franchement, en plus, ça ressortira bien mieux. Parce que tu aurais eu des imperfections sur un import de texture, à part si tu crées la texture toi-même de A à Z en noir et blanc, quitte même à la faire en vectorisé, etc. Mais à partir d'une image, tu aurais forcément eu des imperfections, alors que là... Ouais, en plus, c'est beaucoup plus simple, puisque c'est 6 faces. Donc, ça simplifie au max. Exactement. Par brique. Exactement. Alors que quand on importe, ça nous fait X faces. Voilà, et puis après la combine toute simple, hein. Alors là je vais essayer de cliquer sur dissocier. Ça va, il est pas lourd, il fait 8 mégas. Ouais, mais j'ai le dossier de Fred en même temps. Ah, il faut virer le dossier de Fred. Et là, des petits trucs tout cons, hein. Dès que tu vas vouloir casser un petit peu la routine, hop. Vraiment juste des broutilles comme ça. En fait, là, visuellement, on se rend pas compte, mais c'est au moment de la peinture, si tu travailles avec des brossages à sec ou ce genre de choses, le fait que tu en aies une plus en relief, ça va forcément estomper les angles des autres autour, et du coup, ça te met encore plus en relief ton décor. Donc c'est des petits détails, mais c'est le seul conseil que j'aurais à te donner sur ce modèle-là. Je suis parti du réel. Le réel, c'est vraiment plat. Et oui, c'est un peu comme les Égyptiens, c'est tout serré. On passe même pas une feuille de papier entre deux briques. Enfin, Ouais, je vois bien Alors, par contre, il y avait un défaut. Ah oui, j'ai oublié de dire. J'ai un espace entre 2 étages. C'est en fait quand tu fais un positionné pour coller au plancher, il rajoute 0,02, je crois. Ou un truc comme ça. Avec passe-pied. C'est bizarre. Alors, comme tu fais un positionné d'un élément, tu mets à 0,25. Tu vas sur un autre élément et tu reviens, et tu verras, il fait 0,250 et des poussières. Il fait pas pile poil. Alors c'est la fonction positionnée. Hein. Ouais. Et c'est pour ça. J'ai un doute. Alors après, c'est peut-être que ta forme est complexe. Non. Ça le fait partout. C'est possible, hein. Parce que là, on est d'accord. Tu fais positionner. Je suis bien. Non, il faut utiliser la fonction positionnée, tu vois. Oui, absolument. Mais là, je suis à 20 mm de l'origine de mon objet est à 20 mm du sol. T'as peut-être raison, hein, j'ai jamais testé ce truc-là. C'est ce que j'ai rencontré comme souci en fait. Objet positionné. Et du coup, il est revenu à 20. Et clique dessus 0,20 pour voir la vraie valeur en fait. Voilà. Ok, oui, effectivement. Voilà. Donc c'est pas une vraie valeur. Si tu le mets à 0,20, il va rester à 0,20, mais si tu fais positionner, il va te rajouter des broutilles. Ok. Effectivement, c'est intéressant à savoir. Alors là, vu que au niveau du nombre de décimales derrière, ça va pas poser de problème en impression 3D, puisque de toute manière, nous, au max où on descend, si la première couche elle est à 0,07 microns au-dessus du bord, on s'en fout. Mais c'est vrai que si dans 10 ans les imprimantes imprimant 1 micron, il faudra se poser la question. Ouais, mais sur la résine, ça doit se voir par contre. Et je sais pas, parce que tu vois, moi la fonction de positionner, je l'utilise régulièrement, notamment tu vois pour celui-là, qui une fois que je suis sorti de Tinkercad, non pas de Tinkercad, de Medium en VR, il est dans une position vraiment complètement aléatoire, parce que je l'avais en VR entre les mains. J'appuie sur positionner, et ça, j'ai pas de problème en résine. Pourquoi ? Parce que j'ajoute les supports, et les supports surélèvent déjà mon objet. Et après, c'est quand tu les empiles, puisqu'on empile. Là. C'est ça. Et quand tu empiles, en fait, tu as un petit décalage. C'est la seule bizarrerie que j'ai trouvée en fait dans le logiciel. En plus de ne pas pouvoir travailler sur les cercles et tout ça. Oui. Donc moi, j'ai essayé de respecter, de faire comme un architecte. J'ai fait des poutres et tout pour la résistance et tout ça. Mais bon. Ouais. Non, mais c'est... Si tu retournes la coupole, c'est pour ça. Il faut la retourner pour voir. Hop. Ah mais du coup j'ai dû la dissocier. Ah oui, ok, d'accord. Oui, donc tu t'es embêté quoi.
tu t'es embêté. Ouais, mais je me suis dit peut-être que le filament en se déposant, il sera plus costaud que si c'était dans le vide. Absolument. Donc voilà. Et dans ces cas-là, le top, ce serait que tu fasses un biseau à ton cercle là aussi. Ouais. Il y en a un à l'intérieur sur les 4 coins, mais bon. Mais ouais, tu vois, est-ce qu'il n'est pas biseauté à l'intérieur? Donc là, par exemple, pour faire un biseau à l'intérieur, tu pourrais utiliser un cône. Encore des poutres plus bas, c'est pour joindre jusqu'en haut. Mais je sais pas si ça. Enfin, j'ai pas d'imprimante, j'ai jamais testé l'impression, donc je sais pas trop. D'accord, ok. Bon, mais en tout cas, voilà, bilan de vos créations, gros GG à tous, hein, bien joué à tous, c'est vraiment top. Et du coup, ça va peut-être fermer un petit peu le claquet aux gens qui disent que 3D Builder c'est pourri. Parce que oui, c'est un logiciel ultra simple, mais voilà, avec un peu d'imagination et de la bonne volonté, on peut quand même faire des trucs très très cool, quoi. Donc, il suffit d'un burin, un marteau. Hein. Ouais, aussi. Donc voilà, bien joué à tous. Ce que je vous propose, c'est qu'on passe. Est-ce que vous avez des questions sur vos modèles en particulier? Je peux repasser dessus. Déjà, je ne sais pas si vous avez vu, je les ai mis en ligne sur le Drive. Du coup, il y a le lien du Drive dans le fichier que je vous ai envoyé tout à l'heure. Du coup, vous pouvez, s'il y en a parmi vous qui sont pas d'accord de la partager, il ne faut pas hésiter à me le faire savoir. Je la supprimerai du Drive. Il n'y a pas de critique, c'est vraiment votre choix personnel. Mais sinon, c'est intéressant pour les gens qui vont peut-être voir la suite des vidéos de pouvoir avoir des exemples concrets. De ce qu'on Sinon, une question, mais je pense avoir déjà la réponse. Techniquement, 3D Builder, c'est pas faire de. Moi, je voulais faire en fait une colonne, mais qui est plus fine en haut qu'en bas, donc pas le même diamètre. Ouais. C'est pas faire. Eh ben, faut tricher. À part importer une image. Alors, en fait, le seul moyen, à ce moment-là, le seul moyen, c'est de tricher. Donc par exemple, il faut fractionner. Oui, il faut fractionner. Tu vas partir sur un cône. Il y a une autre façon. Tu pars sur un cône. Ouais, et tu le coupes. Et tu le coupes là où tu as envie, donc en imaginant que tu veux qu'il y ait très peu d'écart. Et sinon, dans objet, dans insérer, pardon, ici, il faut pas oublier qu'on peut personnaliser des objets. J'ai pas trouvé de changement du diamètre du haut et du bas. Alors, soit le diamètre total, pas le diamètre haut ou bas. C'est possible. Du sommet. C'est possible. Non, y a pas. Mais ouais. Non, c'est. Bah, ce qui est cool là, c'est qu'avec vos questions et vos créations. Ah, le rayon. Non, c'est le rayon et la hauteur. Ah, c'est global. Ouais. Le rayon et la hauteur, mais t'as pas le rayon de la hauteur. Non, je pense pas. Puisqu'il est pointu. Ouais. Moi, je sais que j'ai déjà eu besoin de faire ce genre de choses. Et je partais sur, à l'époque où j'utilisais beaucoup 3D Builder, je partais sur un cône que j'exagérais volontairement beaucoup. Ensuite, je plaçais mon diamètre du bas, je plaçais un repère en cylindre pour avoir mon diamètre du bas, en imaginant que le haut, je voulais que ça fasse ça. Je comprends. Et ben voilà, je plaçais mon repère et je montais jusqu'à à peu près. Donc c'était un peu rock'n'roll, mais voilà. Et pareil pour un arc de cercle qui se terminerait en pointe au lieu d'être arrondi. Non, ça pareil. À part tricher. On importe d'un dessin. Soit en important un dessin, soit en créant un espèce de contre-moule. Tu vas créer ton objet qui va venir casser l'ancien en fait. Tu vas le découper au fur et à mesure progressivement. Et voilà. C'est génial parce que là on pousse 3D Builder dans ses retranches. Exactement. Et du coup au moins on voit les limites. Si un truc que certains ont vu, mais je crois que vous l'avez partagé sur Discord, et ça c'est très cool de votre part pour tout le monde, que je vous avais pas montré, mais je sais même pas pourquoi je vous l'avais pas montré, c'est la projection d'un motif ou d'une texture sur un objet qui serait cylindrique ou une sphère ou ce genre de choses. Donc via l'outil relief juste là, vous pouvez importer une texture. Le seul truc c'est qu'il faut créer sa propre texture pour lui donner entre guillemets la bonne taille.
Et vous allez pouvoir du coup projeter comme tu l'as probablement fait pour ces colonnes-là. C'est ça, ouais, exactement. Voilà, sur un cylindre. Et ça, par exemple, ça peut être une très bonne technique pour faire des rouleaux à texturer le MDF ou ce genre de... Enfin, pas le MDF, le polystyrène ou le green stuff ou ce genre de choses. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? Il y a, je crois que c'est Green Stuff World qui propose des rouleaux comme ça en plexiglas. Oui. Voilà, Tout à avec fait. une texture dessinée dessus. Et ben là, vous pouvez vraiment du coup faire ce que vous voulez. Et j'en ai déjà fait moi, hein, imprimé en FDM sur le polystyrène. Je sais jamais si c'est l'extrudé ou l'expansé, le orange qu'on utilise beaucoup en décor. En impression FDM, on voit pas les layers du tout. Et en résine, sur la Green Stuff, c'est le top. Et du coup, on peut se faire ses outils en fonction du plateau de jeu qu'on veut, quoi. Donc voilà. Allez, on va passer tranquillement sur Tinkercad. Je vais y arriver. Tinkercad, je vous rappelle que c'est un logiciel qui est proposé gratuitement par Autodesk. Je vais rajouter un truc. Ouais. Les derniers trucs que j'ai fait, comme par exemple les caisses qui sont devant la maison, en fait, au lieu d'importer une image, j'ai pris ma tablette graphique, mais bon, tu peux prendre un papier et ton appareil. Ouais. D'accord. Non, pas cela, pas les tonneaux, hein, la caisse. Voilà. J'ai dessiné une face et après j'ai extrudé mon dessin. Et oui. Et j'ai collé 4 fois, 5 fois. Et donc une poutre qui n'est pas droite, tu peux la dessiner de la même façon. Ouais, absolument. Donc en fait, dans l'absolu, il n'y a pas trop de limites. Les seules choses que 3D Builder gère très mal, selon moi, c'est les arrondis en fait. Qui auront beaucoup trop de facettes, etc. Mais dès que c'est de l'architectural, 3D Builder peut faire des trucs très très cool, hein. Effectivement, le coup du dessin là sur tablette, ça marche sur PC ou autre. Mais autre truc que je peux vous conseiller d'essayer un de ces quatre, surtout pour Imbre, c'est toi par exemple qui aime la photo. Faites le test de faire une jolie photo d'un truc qui vous plaît. Ça peut être un oiseau sur un arbre, la porte d'entrée de la grange, peu importe ce que c'est. Le but, ça va être de le contraster à mort, donc il faudra peut-être le retoucher un petit peu, mais ça, là, il y a des gens passionnés de photos qui pourront vous aider bien mieux que moi. Et d'en faire une lithophanie. Donc vous avez peut-être déjà vu ça sur internet. C'est un truc qui est relativement fin, qu'on va imprimer souvent de manière verticale, comme ça. Et on le fout devant une lampe. Et du coup, on a l'image polarisée, en deux couleurs, quoi, en deux teintes. En fonction de l'épaisseur de la matière à certains endroits, ça crée les ombrages. Je crois que j'en ai une dans le coin que je peux peut-être vous montrer. Si j'ai pas déconné. Ouais, juste là. Donc ça a été imprimé en résine. C'est la tête d'un pote à moi. D'ailleurs, s'il voit sa tronche, ça va le faire rire. Et une fois éclairé... Bon là, il faisait la gueule, hein, il était en mode pirate. Et une fois éclairé, c'est carrément cool. Il y a plein de gens qui font des abat-jours, des souvenirs, voilà. Donc avec des simples trucs que vous pouvez prendre en photo avec votre smartphone. Ça, c'est un truc très cool à faire, quoi. Allez, on passe... Oui. T'as un site It's Listo qui le fait. C'est-à-dire, il fait déjà le fichier 3D, c'est ça que tu veux dire? Ouais, t'importes juste une photo et il te fait le fichier directement avec abat-jour et plein de formes géométriques en fait. Ah bah c'est cool ça. Et bah il faudra pas que t'hésites à nous transmettre le lien parce que ça peut permettre de gagner du temps parce que c'est vrai que souvent ce qui est un peu chiant derrière c'est de le projeter correctement si on veut le faire légèrement arqué, etc. Donc s'il y a un logiciel ou un site qui existe, ouais carrément, ça peut être très Ouais, je mettrai le lien, ouais. Ouais, bah très cool. Puis je le mettrai même dans la description de la vidéo sur YouTube. Sur Tinkercad, hop. Donc, proposé par Autodesk,
logiciel gratuit. Pour information, avant d'aller plus loin, vous devez être logué pour pouvoir sauvegarder vos différents objets. Et sachez aussi qu'il est possible de travailler sur un objet en commun. Là, moi, je vais pas le faire avec vous. J'aurais aimé, mais ma connexion ne tiendra pas. Mais en fait, on peut se connecter jusqu'à 8 personnes, si ma mémoire est bonne, sur le même plan de construction. Et du coup, avancer ensemble sur ce truc-là. Et du coup, c'est vraiment cool pour un projet commun. Là, je pense aux associations qui ont du mal un petit peu en ce moment, on va pas se mentir, mais qui peuvent se rejoindre pour se dire, allez, ce soir, on fait un décor, machin, et tout le monde va mettre la main à la pâte, ça avance plus vite. Et c'est très cool. Voilà. Donc, sachez que vous pouvez travailler à plusieurs sur le même projet. Il y a 2 autres points à préciser importants avant d'aller plus loin sur la description de Tinkercad. Tinkercad propose aussi de créer des connexions. Alors c'est dans dans circuit. Si jamais vous aimez l'Arduino, c'est super pratique de créer votre réseau électronique à l'avance. Ensuite, vous pouvez même avoir des bases de programmation. Alors c'est de la programmation ultra simple sur Arduino. Arduino, c'est des cartes mères sur lesquelles il y a pas mal de servomoteurs et de composants. Tout est libre de droit, enfin libre d'accès. Et on peut en faire ce qu'on veut en fait, aussi bien des objets connectés, des voitures téléguidées, des tas et des tas de trucs. Et Tinkercad propose en partie ce truc là, donc très cool. Là ça va pas être le sujet ce soir. Sur la gauche, je vais pas rentrer trop dans le détail de mouvements, etc. Si vous avez vu 3D Builder, vous savez maintenant comment ça marche. Concernant la vue, il y a un truc qu'il n'y a pas sur 3D Builder, c'est que on peut passer en vue orthogonale. Dans certains cas, ça peut servir. Ça va dépendre vraiment de tout en chacun. Un autre truc cool, c'est que vous pouvez prendre des notes à tout moment. Vous pouvez appuyer sur la touche N, placer un marqueur. Ça, c'est surtout utile quand on va travailler à plusieurs sur quelque chose. Et noter un truc. Donc ça, on va dire que c'est la phase pour l'entrée. J'écris très mal, mais c'est pas grave. Pour les cacher, c'est Shift N. Et voilà. Les notes, ça peut être très pratique. Et l'autre truc que j'ai pas abordé dans le PDF que je vous ai envoyé, et d'ailleurs c'est dommage parce que c'est important, en bas à droite, là où il y a la photo, attendez, je déplace ma tronche, voilà. Vous avez bien le visuel là, c'est bon? Ouais, nickel. En bas à droite, super. En bas à droite, le mode gris et la grille d'accroche, super important. Le mode gris, ça va vous permettre d'agrandir la taille du plateau. Et du coup d'avoir une idée concrète de la taille du plateau de votre imprimante. Donc il y en a beaucoup qui sont en 20 par 20 cm de côté, mais par exemple la Sidewinder derrière, elle est en 30 par 30, c'est en millimètres, donc 300. 3000 ça fait beaucoup. On peut pas dépasser les 1 mètre, mais des imprimantes avec un plateau d'1 mètre de côté, c'est costaud. On met à jour la grille et voilà, on a une taille de plateau adaptée à la chose. C'est utile, moi ça m'a été utile à l'époque où j'ai testé la Dremel, une imprimante 3D FDM de marque Dremel qui avait un plateau en plus rectangulaire. Et du coup ça me montrait très clairement les limites. Et ensuite la grille d'accroche, ça aussi c'est super important. En fait vous avez un espèce de système d'aimant. Là on est vraiment sur un quadrillage millimétré, et à chaque fois qu'on se déplace c'est au millimètre. En déplaçant la grille d'accroche, vous pouvez diminuer la précision ou l'augmenter tout simplement. En mettant inactif, vous allez vraiment pouvoir vous placer au dixième de millimètre près. Et voilà, moi j'ai tendance quand j'utilise Tinkercad, ce qui est de moins en moins le cas, de mettre en grille d'accroche de 0.1. Donc ça, voilà, c'est les points que j'ai pas mis en avant dans le PDF, mais c'est vrai que c'est important de savoir où c'est ce truc-là. Ensuite, les objets. Alors les objets, voilà, il y en a plein, contrairement à 3D Builder, qu'on n'a pas des masses, là on en a beaucoup plus, et on en a encore plus parce que c'est
légèrement ouvert, c'est-à-dire qu'à tout moment vous pouvez proposer un objet qui va être ajouté à la bibliothèque de Tinkercad. Bon, sachez qu'ils sont surchargés et que du coup il y a peu de chances que ça marche, mais vous pouvez toujours essayer. Et il y a vraiment plein de trucs qui peuvent vous permettre de gagner un temps considérable. Des hélices, des trucs déjà préfaits en fait qui sont vraiment très pratiques. Dans tout, moi il y en a un que je vais vous montrer tout de suite que j'aime beaucoup et que j'ai utilisé beaucoup à une époque quand je faisais mes premières maisons détruites. C'est l'astéroïde. Alors je vais pas pouvoir importer. Si, je vais pouvoir importer. Non, je peux rien importer. Parce que sinon je vais faire sauter la connexion. Donc, on va imaginer que là je vous montre en 2 secondes. Hein. Hop, 0. Voilà. Je vais y arriver. Bon, ça c'est un mur. On est d'accord? C'est un mur fait en 2 secondes, hein, mais c'est un mur quand même. Je vais quand même lui mettre une zone au centre. Hop. Alors bah là justement, j'ai fait une erreur, à savoir vous montrer la suite, mais c'est pas grave. Ok, là j'ai une base de mur. C'est extrêmement simple. Hein. Le seul truc c'est l'intérêt de cet astéroïde que vous pouvez créer aussi absolument comme vous voulez. Hein. Je vais redéplacer ma tronche, voilà. Vous pouvez le modifier à tout moment, outil de tri aléatoire, donc ça va changer l'ordre des pics, la granulosité, donc là c'est l'épaisseur des pics, et le nombre de divisions, donc plus on va aller loin, plus il va y avoir de pics, etc. C'est ce qu'on appelle un outil mesh procéduré. Ça doit peut-être parler à certains d'entre vous. C'est du procédural très simple, mais c'est du procédural. Cet objet-là, plutôt que de l'utiliser en solide, je vais l'utiliser en perçage. Et du coup, ensuite, hop, je vais le placer là où je veux péter mon mur. Et c'est vraiment histoire de vous montrer un moyen super simple de gagner du temps pour vos décors. Ensuite, on va faire un groupage. Alors moi, j'ai une connexion internet pourrie, donc voilà. Et hop, j'ai cassé mon mur. Et j'ai cassé mon mur avec un peu de relief. On peut augmenter la granulosité, etc. Mais sachez que ça, c'est suffisant, parce que là, il est gros, hein, le truc. Le plateau fait 30 cm. Donc ce truc-là, si je le mets à l'échelle 28 mm, en termes de définition, c'est largement suffisant pour une imprimante FDM pour qu'on sache que c'est un objet détruit. Et puis si on veut quelque chose de plus réaliste, bah après à l'intérieur on peut rajouter une poutre en métal qui va dépasser un endroit, etc. quoi. Donc voilà, l'outil astéroïde très cool. Vous avez le texte là aussi, qui peut être pratique pour gagner du temps. Et voilà dans l'ensemble pour les objets, mais encore une fois, fouillez dans tout là. Il y a vraiment des tas de trucs utiles, si vous voyez ce que je veux dire. Juste là, brick wall. On peut gagner un temps assez important. Et encore une fois, je crois que c'est du procédural aussi. Voilà, ouais, c'est du procédural. Donc là, vous allez pouvoir régler la taille de vos briques, la profondeur, le nombre de colonnes. Enfin voilà, vous pouvez vraiment créer... Là, on est sur la base des systèmes procéduraux, mais c'est vraiment le principe. Hop, j'ai terminé avec les objets. Je vous l'ai déjà montré en plus dans des vidéos. C'est le dupliquer en gardant des pré-réglages. Donc ce fameux CTRL-C, CTRL-D. Le CTRL-D, là, en fait, on ne le voit pas, mais il a placé un objet au même endroit. Donc CTRL-C, CTRL-D, duplique au même endroit. Cet objet, je vais le prendre, le faire pivoter de 22,5. Et ensuite, j'enchaîne les CTRL-D. Et il va garder en mémoire le placement XYZ de l'objet
que je viens de dupliquer. Ça peut paraître un détail, mais pour faire notamment des escaliers, c'est mortel. À tes souhaits. Merci. Donc voilà, ce truc-là, extrêmement pratique. Je m'en suis beaucoup servi aussi pour créer des chaînes logiques. Ça m'a servi pour créer des templates. Je vous expliquerai plus tard quand on parlera de Blender et même de ZBrush. Hop, je le réduis. Voilà, ce genre de choses. Ça, sur 3D Builder, à faire, c'est long. Là, je l'ai fait en quelques secondes. Donc il y a des mécaniques de Tinkercad en fait qui sont puisées dans 3ds, qui est un autre logiciel de conception 3D, puisque c'est fait par AutoCAD. Et ils ont du coup gardé certains raccourcis qui étaient utiles dans ces logiciels lourdingues, qui les ont mis sur Tinkercad, et très pratique. Et le dernier truc que je voulais vous montrer, j'espère que je vais... Oui, c'est l'importation. Bah ça je peux pas vous le montrer, sinon je vais planter. L'importation d'un fichier 3D sur Tinkercad, soyez super prudent. Sur un truc, c'est le maillage. En fait, quand vous allez importer un fichier STL ou OBJ, de toute façon il accepte que ces deux formats si ma mémoire est bonne. Si j'appuie sur importer STL, OBJ et SVG. Voilà, SVG, si vous faites de la découpe 3D laser, le SVG peut vous servir. D'ailleurs, c'est super pratique Tinkercad pour faire des plans 3D. Enfin des plans SVG, donc des plans destinés à la découpe laser par exemple, pour ensuite les vectoriser. Mais c'est un autre sujet, mais ça peut être très pratique pour faire des choses simples. Quand vous allez importer un fichier 3D en STL ou en OBJ sur Tinkercad, il va refaire le maillage. Donc il va pas diminuer le nombre de facettes, mais il va changer l'emplacement des facettes. Du coup, importez soit des choses simples, et si c'est des choses complexes, vous allez forcément voir que entre le moment où vous l'avez importé et le moment où vous la réexportez ensuite suite à vos modifications, il y a des choses qui ont changé sur votre plan, et c'est normal. Donc il se peut aussi que vous ayez des bugs, et en plus je crois que c'est limité aussi à un certain poids. Voilà, taille de fichier maximum jusqu'à 25 mégos. Donc Fred, 25 mégos, bravo, 25 mégas. Donc Fred avec tes 200 mégas, là c'est mort pour Tinkercad. Je peux vous assurer, moi je l'utilise plus Tinkercad depuis que je suis arrivé en pleine cambrousse où j'ai une connexion internet vraiment moyenne. Et je peux vous assurer que votre connexion internet là fait 95% du taf de calcul. Donc voilà, si vous êtes en fibre ça match, mais sinon ça va être compliqué et passer plutôt sur 3D Builder quoi. Et du coup on a à peu près fini pour 3D Builder et Tinkercad. Concernant ces deux logiciels, je pense que 2 sessions auront suffi amplement. Et puis d'ailleurs en plus de voir ce que vous avez fait, ça prouve bien que ça a largement suffi. Et du coup, je vous propose qu'on voit les bases, mais vraiment les bases de 3D, je vais y arriver, de Blender. Alors, bon, déjà Blender, logiciel gratuit open source. Donc ça c'est le jackpot total parce que on peut y mettre une quantité d'add-ons pas possible pour faire des tas de trucs en plus qui sont pas de manière native sur ce logiciel. Je vais y arriver. Avec Blender, on peut vraiment faire des trucs de fou, à condition d'y passer du temps et à condition d'avoir la bécane qui suit, le PC ou le Mac. Je sais même pas trop pour Mac, mais condition d'avoir l'ordinateur qui suit, parce que il va faire des calculs de manière beaucoup plus lente. Par exemple qu'un ZBrush. ZBrush, si vous avez un bon PC, ce sera quasi instantané, la modification topologique, etc. Blender, vous aurez beau avoir la meilleure des fusées du monde, et ça rame parfois un petit peu. Voilà. Quoi qu'il arrive, ça arrive que ça rame un peu, mais ça reste carrément acceptable. Il y a des films d'animation de dingue, de qualité pro, quoi, qui ont été faites exclusivement sur Blender. Parce que Blender, à la base, c'est de la conception 3D, oui, mais pas c'est même pas vraiment ça.
à la base, c'est un logiciel d'animation 3D. En bas, là, juste en bas, vous avez une barre de progression temporelle qui vous permet de placer vos objets, de modifier le squelette d'un objet, donc pour le faire bouger, par exemple. Donc la mâchoire, vous allez lui ouvrir la bouche, etc. Et vous allez enregistrer différentes scènes, aussi en bougeant la caméra qui est en fait cette espèce de petit projecteur. Ça, c'est, imaginez que c'est une caméra de film, en fait, enfin de réalisateur, quoi. Et que du coup, cette caméra observe actuellement la scène que vous avez. Donc là, c'est une scène extraordinaire avec un cube, mais vous pouvez avoir des trucs de folie sur Blender. Il gère aussi des rendus 3D juste complètement ouf. Et ensuite, dans la section animation, donc là, typiquement, on voit que la caméra qui est ici est en train d'observer le cube. Mais tout ça, on va pas rentrer dans les détails. En plus, je vous cache pas que l'aspect animation, c'est pas du tout ma spécialité. Et c'est un taf à part. Moi, là où je vais me débrouiller, c'est en modeling et en sculpting. Et du coup, c'est ça qu'on verra les prochaines fois. Là, le truc le plus important qu'il faut que je vous montre, c'est dans un premier temps, pour que vous familiarisiez avant la prochaine fois avec les bases de Blender, c'est de faire la différence entre les différents modes. En fait, il est un peu violent d'approche Blender parce qu'il y a des boutons partout. On a la barre de droite avec plein d'informations. On a cette scène collection, donc là c'est la liste des différents objets que vous avez importés sur votre scène. Là on a plein de petits icônes assez obscurs qui peuvent paraître obscurs si on ne fait pas les tests. Sur une bonne partie des choses intéressantes, c'est le mode. En fait, vous allez pouvoir basculer d'un mode à l'autre en utilisant Blender. À partir du moment où vous avez sélectionné un objet, le mode objet, c'est simple. À chaque fois que vous êtes dans un mode, ça va agir, vous allez pouvoir agir avec ces différents outils-là, et il y en a d'autres, mais pour le moment, je vous montre que cela, sur l'objet que vous avez sélectionné. Donc là, par exemple, je suis en mode objet, donc j'ai bien sélectionné l'objet. Pour me déplacer, je vais aller dans déplacer, et ensuite, on voit les axes. Donc pour pivoter sur Blender, c'est clic molette, et on tourne autour. On peut déplacer les axes comme ça, avec les flèches, mais on peut aussi déplacer l'objet absolument comme on veut. Les CTRL Z marchent, etc. C'est important, mais... Donc ça, c'est les déplacements. La rotation, c'est la même chose avec les rotations, mais à tout moment, vous pouvez rotater avec l'angle de la caméra. Et là, c'est le rond blanc. Donc c'est vraiment l'angle de la caméra qui devient votre axe de rotation. Ensuite, vous avez la mise à l'échelle. Et là, c'est pareil. Donc, en agissant sur X, Y et Z, vous allez pouvoir augmenter, diminuer la taille. Sur le petit cercle au centre, c'est plus simple aussi. Et sur le grand cercle, c'est l'intégralité de l'objet est redimensionnée de manière homogène sur toutes ces faces. Transformer, on va pas trop rentrer dans le détail. Mais ça permet de faire un peu tout en même temps, en gros. Un peu tout, c'est-à-dire déplacement, rotation, mise à l'échelle en même temps. Moi, personnellement, je m'en sers très rarement parce que ça a tendance à m'embrouiller ce genre de truc. Annoter, c'est pour prendre des annotations, et mesure, c'est pour prendre des mesures. Rien de plus simple pour le moment. Ensuite, on va passer... Alors, ce que je vais faire, c'est que, dans un souci de clarté, hop, je vais importer... Alors, donc dans Fichier, Importer, on peut importer de manière native. Il doit peut-être y avoir des trucs que vous n'allez pas voir chez vous parce que vous n'avez pas les add-ons. Je suis pas sûr que par défaut on puisse importer du FBX. S'il y en a l'un d'entre vous a le logiciel de lancer sans add-on, s'il peut me dire, mais je crois pas. Mais par défaut, donc moi j'importe en STL. Si c'est possible. Ouais, c'est possible. Ça a changé. Ça a changé. Hop. Mais j'ai peut-être... ça dépend de la version après. L'histoire. Non, moi j'ai du FBX aussi, enfin je peux importer du FBX. C'est peut-être que ça a été mis à jour. Je suis en 2.91 version. Ok.
Donc là, je viens d'importer une figurine, celle que je vous ai montrée précédemment. Hop, je retourne en déplacer. Par défaut, Blender, l'origine du fichier, il est lié à 3D Builder. Et sur 3D Builder, si je l'avais placé comme ça sur mon plateau, et bah du coup l'origine de mon fichier est là. Donc la première chose à faire, ça va être de redéterminer l'origine de l'objet. Et pour ça, on va aller dans donc clic droit, peu importe où sur l'écran, d'ailleurs on s'en fiche tant que votre objet est sélectionné, clic droit, définir origine, et ensuite soit on déplace la géométrie, donc l'objet, vers l'origine qui est actuellement là, soit l'inverse, on déplace l'origine qui est au centre vers l'objet. Moi j'ai tendance à faire ça. Dans le cas d'une figurine qui en contient en fait 3, ça ne sert pas des masses. Mais dans le cas d'un objet qui a des symétries, c'est super important. C'est vraiment super important, notamment dès que vous allez vouloir placer un squelette dans votre figurine, en fait, tout simplement. Donc ça c'est pour placer les origines. Ensuite, mode edit. Alors le mode edit va permettre de modifier le maillage. C'est là, c'est pas avec 3D Builder qu'on répare un fichier cassé pour le vendre ensuite dans le commerce. Moi par exemple, la réparation 3D Builder, je l'utilise pas pour faire les fichiers que je vous propose. Pourquoi? Parce que c'est des réparations qui sont parfois un peu à la zob, excusez-moi du terme, et du coup les maillages ont été réparés, mais ça a cassé un angle ou ce genre de choses. C'est typiquement ici qu'on va pouvoir modifier les maillages. Donc maillon par maillon, ce qu'il faut c'est réussir à identifier l'endroit où il y a un problème, et au moment où vous allez importer votre fichier, s'il y a des erreurs de mèche, vous allez les voir là, elles vont apparaître en rouge sur le maillage. Donc là on voit que mon fichier est bien fait. Mais parce que là il n'y a pas d'erreur de mèche. Mais s'il y avait une erreur de mèche, ça apparaîtrait en rouge, les points seraient indiqués et ça m'aide à régler le problème. Je rentre pas plus dans le détail pour le moment là-dedans, mais vous voyez déjà aussi, truc tout con, au niveau du maillage de ça. Donc si je sélectionne, hop. Alors forcément il faut zoomer comme c'est pas permis. Donc je sélectionne cette intersection là, donc je peux la déplacer. Donc là on commence à voir que c'est possible de sculpter aussi sur Blender. Voilà, si je fais ça comme ça va être très long. Mais on commence à voir que c'est possible de sculpter. Et du coup de mettre à l'échelle aussi. Là forcément ça va pas marcher puisque j'ai qu'un seul point. Donc voilà, ça c'est le mode edit. Hop, j'ai pas... c'est bon, on va revenir en arrière. Et on passe au mode sculpture. Donc encore une fois en haut à gauche, hein. Mode edit, mode sculpture. Donc là par exemple sur sa tronche on peut voir clairement que la définition est pas ouf. Vous avez vu, parce que j'ai essayé de limiter au maximum la quantité de faces pour avoir un objet qui excède pas les 20 mégas, peut-être 30 dans ce cas là, je sais plus, et qui est largement suffisant pour de l'impression résine. Ça en impression résine, ça va sortir comme une figurine de chez Warlord Games, parce que là on la voit en zoom et du coup c'est moche, mais en vrai c'est cool quoi. Donc dans le mode sculpt, bah là à gauche, faites-vous plaisir, parce que vous avez vraiment tous les outils nécessaires à sculpter. Même, en fait, il y a les mêmes que sur ZBrush. Sur ZBrush, il y en a plus, mais tout cela sont aussi sur ZBrush. Et du coup, là, vous allez vraiment pouvoir faire plein de choses, dont le truc, je sais que vous attendez tous, c'est adoucir. Pour, en fait, pour adoucir éventuellement des angles, des zones, bah là, vous allez en fait... vous voyez, là je suis en train de lisser l'espèce de traits qu'il y a sur la manche. Alors ça c'est des work in progress, hein. La figurine n'est pas terminée, que ce soit clair. À tout moment, dès que vous avez un tool, donc ce que je vais peut-être le dire régulièrement, c'est le mot tool, parce que c'est vrai que ce soit sur ZBrush ou d'autres, sur ces logiciels là, ce qu'on appelle tool, c'est un outil, donc en français, c'est un outil de modification topologique.
Donc ça c'est une liste de tools. Il faudra m'excuser pour cette erreur de langage, mais voilà. Donc là je suis passé en mode adoucir et là on va pouvoir casser les angles, etc. Il y en a plein d'autres, hein. Il y a ça pour ici rajouter de la matière, et à chaque fois que vous avez sélectionné un tool, donc un outil, en haut vous allez pouvoir régler le rayon. Alors ça vous pouvez le faire avec un clic droit aussi. Vous faites un clic droit dans le vide, vous pouvez régler le rayon sur lequel va influencer votre outil, sa force. Donc plus on va être vers le 1000, plus ça va être fort sur la matière, et plus on va descendre, moins ça va changer quoi que ce soit. Sauf que là on le voit pas à l'œil nu, mais ça change. Donc c'est sa puissance en quelque sorte. L'autolissage, je vous déconseille de le toucher, j'ai vu que ça faisait bugger plein de gens, donc faites le test et dites-moi. Décalage de plomb et distance, on va pas en parler aujourd'hui en tout cas. Et donc ça c'est les réglages. Et ensuite, autre truc, c'est le plus et le moins, juste là. Dès que vous avez sélectionné votre tool, vous avez vu par défaut je suis en plus, c'est-à-dire que je rajoute de la matière, en tout cas avec cet objet là. Il suffit de se mettre en moins pour en retirer. Et après vous avez une quantité d'objets, voilà. Hop, un scaven. Vous avez compris le principe. Les outils à gauche, lâchez-vous. Celui-là peut être pratique dans une certaine mesure. C'est ce qu'on appelle le inflat, donc augmenter la matière. Alors, je ne sais pas comment il s'appelle sur Blender. Mais en gros, hop, voilà, on lui grossit son terrain. Les dents. Vous avez vu que là, ma sculpture, elle est très très prononcée. En fait, je suis de plus en plus en train de prendre le parti pris de la sculpture BD plutôt que de la sculpture réaliste, parce qu'elle ressort beaucoup mieux à l'impression 3D et qu'elle aide à la peinture. Et elle excuse aussi un petit peu un niveau de peinture pas forcément suffisant. Alors que des têtes réalistes, un visage réaliste imprimé en 3D à peindre, c'est la misère. Enfin, c'est la misère. C'est plus compliqué qu'un visage typé BD. Donc le mode sculpture. Mais ça vaut pour les petites figurines, ça non Oui, alors oui, là c'est vrai que j'ai 15 mm plutôt. Ouais, mais même le jusqu'au 28, hein, franchement. C'est mon avis, hein, mais je trouve que d'ailleurs on le voit bien, même plus gros que ça, jusqu'au 32 mm. Hop, je vais passer sur. Donc là, je prends un exemple. Alors forcément, vous allez rien voir. Ouais, non, avec ma webcam, ça va pas être ouf. Mais là, le visage de ce mec est un joueur de Blood Bowl. Excusez-moi. C'est un visage BD, ça. Si je le regarde à la loupe, comme je suis en train de regarder le visage des personnages en 3D, c'est un visage ultra BD. Un visage réaliste, et ben ça se rapprocherait un peu plus des visages que j'avais fait pour le projet France. Et on a quelque chose de beaucoup moins... Bah putain, vous voyez pas grand chose, je suis désolé. Mais c'est beaucoup plus lisse en fait. C'est mal peint. Voilà. C'est ça, t'as tout compris. En fait, on n'a pas tant que ça des marques très prononcées. Enfin, imaginez que vous regardiez quelqu'un, un autre humain, à 50 mètres de vous, vous n'allez pas voir les cernes sous les yeux, vous n'allez pas voir les rides, donc tous ces trucs-là, il faut les exagérer pour des échelles comme celle-ci. Mais c'est vrai que par contre, dès que vous allez peindre du buste, là oui, on peut taper sur du réaliste, hein, ça fait aucun doute. Hein. Je suis pas en train de dire qu'il faut que tout soit BD, pas du tout. C'est juste que pour le jeu, et pour du coup avoir un impact visuel intéressant sur la table de jeu et pour aider à la peinture, je pense que c'est important d'avoir quelque chose de volontairement un peu exagéré, quoi. Plus la surface est grande, plus on peut rajouter de détails. Moins elle est grande, moins on peut en mettre, et du coup, il vaut mieux forcer les traits. Exactement. Je suppose que les textures, ce sera pour la prochaine fois, parce que là, ça devient compliqué. Oui, tout ce qui est texture et render. Et puis en plus, pareil, hein, je vais pas
vous mentir, le texturing, j'estime que je suis encore en train d'apprendre. Ça a bien progressé déjà, mais j'ai encore une marge de progression complètement dingue sur cet aspect-là, qui finalement est pas le même taf que la conception, enfin la sculpture 3D. Et ça va être pareil pour ensuite les rendus. Les rendus avec des gestions d'occlusion ambiante, des gestions de lumière, de brouillard, etc. Là c'est pareil, c'est quasi un autre taf. Et je suis encore en phase d'appréhension là-dessus. Autant sur la sculpture et donc le mode sculpture et le mode pose également. Là, je peux vous aider. En fait, ce que je peux vous aider, ce sur quoi j'aimerais vous aider le plus, ça va être le mode pose. Le mode pose. Après, c'est un peu normal puisque dans les sociétés, il y a un expert par domaine. Eh ben oui. Il y a un expert de scénarisation, un expert de sculpture. Absolument. J'ai un pote qui son travail à lui, c'est le rendu 3D. Donc il sait pas sculpter, il sait pas poser des textures. Lui, son truc, c'est de mettre de la lumière et des ombres. C'est vraiment son taf à 100%. Donc c'est vraiment à chaque fois des corps de métier bien distincts. Donc là, je suis obligé. Un peu ce qu'on avait en bande dessinée aussi. Le coloriste. Le dessinateur, le scénariste, etc. Absolument, ouais. Non, ce que je vous montrerai la prochaine fois, c'est comment poser un squelette. Donc j'espère que ça va intéresser certains d'entre vous. Carrément. Et pouvoir ensuite, sur la base d'une sculpture, lui faire ce que vous voulez, en mettant également des contraintes. Par exemple, là, si je déconne pas, en fait là vous pouvez pas trop le voir, mais je sens que là si je force, il monte la jambe. Pourquoi? Parce que j'ai mis une contrainte forte au niveau du genou, alors que sur l'arrière j'en ai pas mis, et du coup il plie la jambe. Hop. C'est génial ça. Pareil au niveau des épaules. À tout moment, on aura tendance à utiliser enfin moi je travaille quasiment qu'au raccourci aujourd'hui. Par exemple, là j'ai sélectionné cet os là. En appuyant sur R, hop, je peux faire une rotation de l'objet sur l'axe de ma caméra. Et puis ensuite rentrer dans le détail aussi de la pose d'un squelette. Et ensuite sur le pose mode, on verra des petits détails comme ça là, créer des poignées. Donc ça c'est des objets qui dépassent, qui sont évidemment invisibles, hein. Tout le squelette est totalement invisible ensuite quand c'est exporté. Et cette poignée, en fonction de comment je l'oriente, je ne vais pas exercer la même contrainte sur la jambe, dans un sens ou dans l'autre. Eh ben vivant la prochaine fois. Ouais, écoutez, tant mieux. Tant mieux. Mercredi prochain, on s'attaque. Je pense qu'on va faire simple. Et on va surtout taper sur le maillage sur Blender et la pose d'un squelette, parce que c'est ce que vous attendez. Et puis quand on aura fait une bonne partie du tour des trucs importants pour l'impression, enfin pour sculpter, pour de l'impression 3D avec Blender, et on passera sur ZBrush qui a aussi un sacré paquet d'atouts. Mais voilà, je pense que déjà 3D Builder, Tinkercad, Blender, vous aurez déjà de quoi faire. On va droit au but, hein, vous voyez, parce que j'aurai un millier d'autres trucs à vous montrer, puis je vais pas vous mentir, il y a probablement un millier de trucs que je connais pas sur Blender. Parce que c'est un logiciel, genre le scripting sur Blender, non, par exemple. Donc voilà, il y a vraiment plein de choses de possibles, quoi. Tinkercad, c'est pas fou, mais ça peut être un bon complément. Et puis, est-ce que j'ai pas nécessairement d'exercice à vous donner pour la prochaine fois? Vous avez largement compris en fait, hein, tout ce qu'il fallait comprendre sur 3D Builder, et vous voyez où on peut aller avec Tinkercad. Et du coup, si certains d'entre vous se sentent chauds, ce qui pourrait être intéressant pour mercredi prochain, ce serait d'essayer de faire des petits modèles, au moins un. Donc ce que j'appelle un petit modèle, donc c'est une base d'un corps
en T-pose avec ce qui est extrêmement important quand vous allez faire un T-modèle, c'est qu'il ait les jambes écartées. Il ne faut pas que les cuisses se touchent comme quand on mange trop de McDo. Il faut les bras bien tendus, le long des épaules, et il faut les doigts écartés également. Il ne faut pas qu'ils se touchent, parce que sinon on va avoir un problème de matière entre chaque doigt. Donc il faut les finger spread, ce qu'on appelle, ça vous pourrez trouver facilement sur le net, vraiment les mains écartées. C'est important pour pouvoir placer des squelettes dans chaque doigt. Après, vous pouvez faire des choses plus simples. Si vous estimez qu'à la Playmobil, ça peut suffire pour vos figurines, vous pouvez coller les doigts, on s'en fiche. On mettra qu'un seul squelette dans l'ensemble de ces 4 doigts-là et qu'un seul squelette dans le pouce. Et ça suffit déjà à créer le principe de préhension pour un pistolet ou une épée ou ce genre de choses. Mais c'est quand même plus cool d'avoir les mains écartées, on peut faire plus de trucs. Pour Blender, tu conseilles l'utilisation plutôt de la souris ou de la tablette graphique quand on en a une? Alors moi, je ne travaille sur Blender qu'à la souris. Et d'ailleurs, sur ZBrush aussi, depuis que j'ai le casque VR. Donc en fait, moi, je vais être un mauvais prof pour les gens qui utilisent la tablette graphique. En fait, je peux vous renseigner sur son utilisation parce que j'en ai utilisé dans le passé. Mais depuis que je fais de la VR, quand je bosse sur ZBrush ou sur Blender, c'est pour faire des micro-modifs que je fais à la souris. En fait, ça m'emmerde juste de sortir la tablette, etc. Et avec la souris, en plus j'ai une souris, je sais pas si vous connaissez les souris verticales, comme ça. Et je trouve que c'est super... même. Ouais, voilà, c'est super précis, c'est meilleur pour le dos. Quand on bosse beaucoup sur pour la main. Et pour la main, voilà, exactement. Le syndrome du canal carpien, c'est ça, chérie? Non, c'est le syndrome de la vieillesse. Aussi. Exactement, le syndrome de la vieillesse, surtout. Et du geek. Ouais, mais tu vois plus le jour après avec ta VR. Non, c'est vrai que je vois plus le jour, mais je vais te dire aussi un truc, c'est qu'en fait, ça me contraint dans le temps. Parce qu'en fait, quand t'es calé derrière ton PC, t'as ton café à côté, des bons becs, tu bosses sur ZBrush, il y a 1 heure, 2 heures, 3 heures, 4 heures qui passent, t'as rien vu passer, parce que t'es à fond dedans. Le casque, au bout d'1 heure sur la tête, il commence à te saouler. Et du coup, soit t'es plus efficace, ou t'apprends à être plus efficace, soit tu vois le temps passer en fait. Enfin moi en tout cas je vois plus le temps passer dans le casque VR depuis que je l'ai que devant un écran. Que devant l'écran, ouais. Quand tu utilises la VR, t'es connecté au PC ou c'est le casque seulement? Alors dans la majorité des cas je suis connecté au PC. Pourquoi? Parce que j'utilise un logiciel qui s'appelle soit Gravity Sketch. Alors Gravity Sketch c'est le plus simple. Je pourrais ne pas avoir besoin de me connecter au PC. Mais le truc c'est que pour sauvegarder les fichiers, ensuite, pour les exporter en fait, si je le connecte pas au PC, c'est sauvegardé dans le casque. Et du coup, il faudra que je branche le casque pour le connecter au PC pour importer le fichier OBJ ou STL que j'ai exporté. Du coup, moi j'ai tendance à tout le temps le laisser brancher et surtout à avoir installé le logiciel pas dans le casque, mais sur mon PC. Et vu que mon PC est une fusée, et le logiciel tourne sans jamais laguer, même si j'ai 50 millions de facettes. Alors que le casque, dès qu'on va travailler, si je suis pas branché, et que je l'ai installé dans le casque sans le brancher au PC, au bout d'un certain nombre de centaines de milliers de facettes, il va laguer un peu, Donc j'ai tendance à le laisser brancher. Et après, Medium, c'est le plus abouti des logiciels de conception 3D en VR. Medium, c'est indispensable de le connecter au PC, de toute manière, parce qu'il est très très lourd. Medium, il me fait un peu penser au Blender sur l'aspect de sa complexité et de toutes les options qu'il propose. Medium ressemble quand même un petit peu à Blender, mais en VR. Et du coup, je vous laisse imaginer le gain de temps en VR de faire de l'animation par rapport à un Blender, Parce que là, littéralement, votre personnage il est devant vous et avec votre main, vous prenez ses mains à la place des vôtres, vous le faites danser, vous lancez l'enregistrement de la caméra et en fait, ce que vous êtes en train de faire, votre personnage le fait et du coup, vous avez créé l'animation sur vos réels mouvements. Surtout qu'avec l'Oculus Quest, sur la V2 je crois, mais la V1 aussi il me semble,
il y a la détection des mains. C'est-à-dire que vous pouvez utiliser le logiciel sans les manettes. Vous l'utilisez comme ça. En fait, j'attrape l'objet, j'attrape un tool, je dessine, machin, machin. Donc, il détecte les mains, en fait. Je voulais juste préciser un truc. Pardon. Oui, Fred. Sur ma scène, j'ai déconné, j'ai mis ta tête sur 2 petits trucs. Alors, si tu veux la retirer, si tu veux la publier, là, enfin, sur ton drive. Oh putain, mais j'avais pas vu. Mais qu'il est con. Il a mis ma trogne en extrudé. Il voulait te faire une surprise. Bon, ça va, on voit pas trop, mais... Quand ça va s'imprimer, on va le voir. C'est ça. Oui, j'avais pas vu. Voilà, c'est terminé pour cette 2e étape. Moi, je tiens vraiment à remercier déjà les tipeurs, aussi bien pour leur sérieux, leur implication, leur volonté d'apprendre, leur combine, ils cherchent en permanence. C'est vraiment génial de voir qu'il n'y a que des petits malins, en fait, que des gens intelligents qui cherchent à pousser au maximum l'utilisation d'un logiciel avant de passer à un autre. Je sais que c'est frustrant, mais je trouve que c'est vraiment une étape super importante d'essayer de taper au maximum sur des logiciels simples avant d'attaquer des logiciels plus complexes. On sera moins perdu, en fait, tout simplement. Donc merci à tous, merci à tous les tipeurs qui me soutiennent. N'oubliez pas que vous pouvez me soutenir du coup à partir de 1 € par mois pour avoir accès au live privé, aux channels de discussion privée des tipeurs. C'est pas grand chose et au vu du temps de travail que ça implique pour moi, c'est toujours ça de prix. Et n'oubliez pas aussi qu'à partir de 8 € par mois, que ce soit Patreon ou Tipeee, vous pouvez obtenir le pack de fichiers 3D et je vous préviens, à partir d'avril, ça va être du lourd. Plus d'une vingtaine de figurines, plus des décors tous les mois. Donc on va espérer que ça grandisse. Parce que plus il y aura de participants et plus le pack va être ouf. Donc merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère que ça vous a plu et puis comme d'habitude je vous souhaite bonne peinture et bon jeu et on se retrouve très vite pour des nouvelles vidéos. Ciao ciao.